écoutez, j'ai dit dans ma première intervention que les Juifs ont vécu, et la plupart du temps dans la diaspora, comme communauté juive, communauté religieuse. À la base pas à la base de Beth Amikdash, mais à la base de Yavne. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'État d'Israël? L'État d'Israël a été construit, initié et instruit par des laïcs et socialistes, c'est un fait. Ça n'a aucune importance. Et un instant. Alors, pour ces gens-là, c'était pas un instant. Pour ces gens-là, qui n'étaient pas du tout religieux, c'était pas une révolution. C'était leur volonté de créer quelque chose de nouveau, un État où les Juifs s'entendent bien, fort. C'est tout. C'est pas une révolution. Avec, comme je dis, un certain cadre juif, parce qu'il ne répudie pas leur judaïté absolue. Mais il faut comprendre, parce que tout ça est très difficile à éclairer, parce qu'il y a actuellement des débats dans les journaux, pratiquement tous les jours, surtout dans les réseaux sociaux. Juifs, pas juifs, et des juifs, etc. Non, ça n'a aucune importance. Le fait est que c'est pionniers, que c'est sionisme. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas reconstruit Beth Amikdash. Ils ne voulaient même pas reconstruire Beth Amikdash. C'est pourquoi Dayan, qui était un produit de kibbutz, pour lui, Beth Amikdash et les monts Moria n'avaient aucune importance. Alors que les Arabes prennent ça, ça n'a aucune importance. Il faut comprendre ça. Ils ont construit. Et moi, je suis né là-bas. Je suis né ici. Ils ont construit. Et l'État d'Israël qui existe aujourd'hui. Ne vous trompez pas. Tout ce que vous voyez a été fait par les sionistes. Tous les systèmes éducation, transport, santé, tout ce que vous voyez a été créé entre 1910 ou 1900 jusqu'à 1948. En 1948, il faut bien, tenez-vous bien, il y avait un État juif parfait, avec 250 kibbutzim, grandes villes, et des kfarim, des villages privés, et tout marchait. Moi, je suis un produit israélien, du système de la santé israélienne, de l'éducation israélienne. La religion n'avait rien à dire, il était là. Mon père allait encore, surtout mon grand-père, à la synagogue. Mais ce qui a construit Israël, c'était les sionistes. Et notre État est un pays laïque avec un certain cadre juif. Il faut comprendre ça maintenant. L'importance des religieux est devenue très très importante, et même beaucoup trop importante. Actuellement, les Haredim, pas les religieux, mais les Haredim représentent 12% d'après les dernières statistiques. C'est une catastrophe pour l'État d'Israël, il faut comprendre ça. Oui. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a une évolution aussi? Est-ce que justement les frontières sont perméables? Non, ils ont fait beaucoup d'enfants, c'est tout. Et nous, on a fait moins d'enfants maintenant. Et est-ce qu'eux ne peuvent pas être influencés aussi par la partie non religieuse de la société? Parce que nous sommes fanatiques. Les juifs laïcs, même s'il y a ici des gens qui partent, en fait, ce sont des gens qui veulent un État moderne. Qu'est-ce que voulait Herzl? Herzl voulait un État moderne. Il a dit certainement pas de théocratie, certainement pas. C'est marqué comme ça, il n'y a pas de problème dans Judenstaat. Donc, écoutez, vous pouvez, monsieur, toujours parler de l'histoire, de la région, tout ça c'est vrai. Nous connaissons notre histoire, et c'est l'histoire qui nous donne le droit de créer cet État, n'est-ce pas? Mais ça a été créé par des gens qui veulent un État moderne. L'État pour le peuple juif. Ni un État juif, ni un État des juifs. Un État pour tous les peuples qui existent. Ceux qui veulent venir, viennent. Ceux qui ne veulent pas, restent là-bas. On essaiera de faire venir. Et c'est pourquoi monsieur est là. N'est-ce pas? C'est à peu près ça. Alors justement, puisqu'on est dans le... Quoi? Auquel la majorité des religieux à l'époque, c'était possible. Alors justement, mon grand-père, écoutez, il a dit quelque chose de très important. Mon grand-père, avec ses enfants, est arrivé en Israël britannique, sous mandat britannique, en 1924. Ok? Il a quitté la Pologne. Maintenant, il m'a raconté, parce que je suis né il y a très très longtemps, et je l'ai connu, il m'a raconté, écoutez, pour moi c'était très difficile de prendre mes enfants, dont ma mère, et de venir ici, parce que tous les rabbins, ils venaient de Częstochowa,
Paul, vous connaissez. On dit, vous n'allez pas en Israël, impossible, on ne veut pas. Il était chassid, il était, je ne sais pas de quelle école il appartenait. On lui a dit, non, il a dit, il a dit, merde, j'y vais. Et nous sommes vivants. Voilà. Non, c'est bon, tu. Alors, justement, mais c'est très bien, je continue là-dessus. Le rapport Israël-diaspora, le fait, vous l'avez rappelé, Yochanan Manor l'a rappelé ce matin, l'historique du projet sioniste s'est fait à contre-courant de la majorité diasporique qui ne voyait pas dans la création politique de l'État d'Israël une réalité cohérente ou praticable. Alors, à partir de là, et contre toute attente et contre tous les obstacles, l'État d'Israël a quand même pris forme. Est-ce que, justement, ce rapport Israël-diaspora, comment est-ce que Israël perçoit sa diaspora? Là, je vais m'adresser qualité au directeur de la communication de l'Agence juive, mais au-delà de vos fonctions, ce rapport fondamental, ce rapport de force peut-être, entre Israël et la diaspora, comment est-ce que vous le définissez? Je crois que vous avez bien dit que c'est un rapport de force parce que, justement, comme nous l'avions bien dit, Israël n'est pas une communauté juive de plus. Nous ne sommes pas, disons, la communauté juive des États-Unis qui tendrait la main aux Juifs de France pour leur dire « Écoutez, la situation en France est en train de se détériorer, venez aux États-Unis, ici, on peut vivre mieux son judaïsme. » Non, ce n'est pas ça du tout. En Israël, il peut y avoir des dangers pour les Juifs qu'il n'y a pas en diaspora. Israël n'est pas forcément le refuge ou l'abri absolu. On vit plus à l'abri en tant que Juif au Canada qu'en Israël. Donc Israël n'est pas une communauté aussi grande et puissante soit-elle. Israël est une différence fondamentale dans la condition juive. Ce que nous proposons aux diasporas juives, ce n'est pas de les vider de leur sens ou de leur composante, mais de vivre une nouvelle phase dans l'histoire du peuple juif, dans l'identité juive, la phase nationale. Et cela, aucune communauté juive à l'étranger, en diaspora, dans le monde, ne peut le proposer. Aucune. Et évidemment, cela ne signifie pas que le message de l'Agence juive, puisqu'on parle de l'Agence juive, aux Juifs dans les communautés du monde, c'est de dire nous venons pour siphonner les Juifs de chez vous. Et nous ne disons pas non plus restez chez vous, ne venez pas en Israël, soyez forts et grands chez vous. Non, nous laissons à chacun le choix individuel de choisir sa vie, parfois en Israël, parfois en diaspora, parfois un peu à cheval entre les deux. Ce que nous proposons aujourd'hui, au-delà de l'option Aliyah, bien sûr, c'est surtout l'option identité juive. Vous voulez rester dans une communauté en diaspora, c'est votre choix, nous le respectons. Essayez quand même de cultiver votre identité juive par l'éducation, par la connaissance de l'histoire et de la culture juive, par les institutions. Soyez juif dans votre culture, dans votre religion, si vous voulez. C'est encore une fois un choix tout à fait individuel. Et à partir d'une identité juive forte en diaspora, nous pouvons nous attendre à ce qu'il y ait des réserves de Olim, si j'ose dire, dans les générations à venir également. Et pourtant, ce qu'on voit par exemple aux États-Unis, est-ce qu'on n'est pas en face justement d'une tendance inverse? C'est-à-dire dans un déroulé historique où on a vu les communautés juives américaines extrêmement proches, d'ailleurs également matériellement, Yochanan Manor le rappelait ce matin, au moment de la création de l'État d'Israël en termes même de soutien financier, est-ce qu'aujourd'hui on n'assiste pas à un éloignement, à une désaffection? Je parle spécifiquement de la communauté juive américaine, mais c'est peut-être aussi valable pour d'autres, où cette dimension israélienne, aujourd'hui, à l'intérieur de la définition de l'identité juive, prend une dimension politique qui, pour certains, devient plus un poids, un handicap qu'un avantage. Oui, l'identité juive à l'étranger se construit en grande partie sur une identification, une solidarité avec l'État d'Israël. L'État d'Israël a un gouvernement, le gouvernement a une politique. On a facilement tendance à confondre
le projet sioniste, l'État d'Israël, et la politique du gouvernement du moment. Je dirais que cette tendance à confondre n'est pas entièrement erronée. Il ne faut pas non plus la porter trop loin. Il y a quelque chose, évidemment, qui est inséparable entre un gouvernement et un pays. Et les Juifs aux États-Unis, qui dans leur majorité votent toujours pour le Parti démocrate. Oui, c'est difficile d'appeler les démocrates à gauche, vous savez. Mais bon, allez, on va dire à gauche. Républicains à droite et démocrates à gauche. Donc la plupart, environ 70% des Juifs américains ont voté pour les démocrates ces dernières élections. Contrairement d'ailleurs aux Juifs de France et aux Juifs de Grande-Bretagne qui votent ces années-ci très majoritairement à droite. Pour les Français, vous connaissez mieux que moi. Pour les Britanniques, le dernier sondage du Jewish Chronicle a montré que ça datait d'il y a 10 jours, que 13% seulement des Juifs allaient voter pour les travaillistes et 77% pour les conservateurs. Oui, c'est logique. Je ne dis pas le contraire. Mais c'est un fait. Alors que voilà, aux États-Unis, c'est toujours 70 démocrates et environ 25% républicains. Donc, lorsque le lien avec Israël devient de plus en plus politique, enfin, il ne devient pas, il passe à travers une grille de lecture politique. Et lorsque se prononcent les phénomènes dont j'ai parlé par rapport au rabbinat et sa relation aux conversions et aux différentes dénominations, comme on dit, aux différents cultes juifs, aux différentes tendances et traditions juives, quand on connaît les déclarations de certains députés, certains ministres du gouvernement par rapport au judaïsme américain, des déclarations qui ne font pas la une en Israël, mais qui défraient la chronique dans la presse juive aux États-Unis, des déclarations absolument... Non, de ministres et de députés israéliens, tout à fait, des déclarations qu'on appellerait antisémites si elles venaient de la part de députés français ou allemands à l'encontre des Juifs. Alors, quand on connaît tout ça, on comprend qu'effectivement, il y a un écart qui se creuse entre le judaïsme américain et Israël, un écart qu'il faut tout faire pour éviter qu'il se... Voilà, oui. Il faut tout faire pour présenter une vision inclusive du judaïsme et pour rapprocher les communautés, pas seulement d'Amérique du Nord, du monde entier, mais notamment la communauté éminemment importante pour le destin d'Israël, qui est celle d'Amérique du Nord. Alors, on parlait ce matin de la négation de la diaspora comme définition politique d'Israël dans ses premières années. Israël se scindait de la diaspora ou tournait le dos à la diaspora dans la mesure où l'État considérait être en train d'accomplir un projet politique à laquelle la diaspora ne se joignant pas, finalement, elle n'avait pas droit de citer. Est-ce que aujourd'hui on a dépassé ce schisme, on a dépassé cette séparation, mais encore une fois, dans quelle mesure et jusqu'à quel point Israël comprend la diaspora dans ce que la diaspora a fait ou n'a pas fait dans son cheminement d'intégration de la dimension nationale dans son identité globale, Eliezer? Pour répondre à votre question, je vais d'abord, si vous permettez, mais ça me conduira à votre question directement, répondre à M. Mazel sur un point que j'aurais voulu quand même préciser. Quoique, dans le fond, je suis assez d'accord avec tout ce que vous avez dit. Encore une fois, si on analyse le contenu et pas si on ne se laisse pas prendre par la terminologie. Ceci dit, je voudrais dire quelque chose. Le mérite de Théodore Herzl est immense, absolument immense. Pour moi, c'est un personnage de l'ordre de Moïse qu'il a fait. Et y compris les gens de la seconde Aliyah qui se sont sacrifiés, parce que c'était un véritable sacrifice. Il faut aller se promener sur les tombes du kibbutz, dans les kibbutzim du Nord, et de voir le nombre de tombes d'enfants qui étaient morts de la malaria, et les gens s'accrochaient, etc. Il ne s'agit pas d'enlever leur mérite. Ceci dit, ni Herzl, ni les gens de la seconde Aliyah n'ont créé l'État d'Israël. Ce qui a fait l'État d'Israël, ce qu'il a créé, c'est le peuple juif lui-même.
Le mérite d'Herzl, c'est d'avoir déclenché, laissez-moi, d'avoir déclenché, et il en était lui-même le premier secoué, d'avoir déclenché au sein du peuple juif, d'avoir réveillé cette espèce de rêve, de passion, d'amour, de désir du retour sur sa terre qui était endormi, qui était devenu quelque chose de sans aucune vitalité. Il a réussi à réveiller ces choses-là et il a été débordé par le torrent de la réponse qui lui a été donnée. Et ça a été croissant malgré les immenses difficultés. Il ne faut pas oublier une chose, vous parlez, et c'est ça qui est capital. Par exemple, c'est apparu très bien au moment où, après l'échec de ces démarches politiques en Palestine avec le sultan et la possibilité de revenir sur Israël, il a proposé l'Ouganda. Et il y a eu un tollé dans les représentants des immenses communautés russes qui ont dit « il n'en est pas question, notre terre, c'est la terre d'Israël ». Donc ici, il y a quelque chose qui a été déclenché comme quelqu'un qui appuie sur un bouton et à ce moment-là, les vannes s'ouvrent et vient le peuple. Alors bien sûr... Oui, je ne rentre pas dans les détails. Oui, bien sûr, mais ça ne m'étonne absolument pas. Mais je ne rentre pas dans les détails. Ce que je veux dire, c'est que le mérite de ces gens-là, c'est d'avoir déclenché ce flot qui fait que le peuple juif s'est réveillé et est revenu sur sa terre. Et c'est ça qui est capital. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde ashkénaze à partir du XVIIe siècle qui a fait que finalement, les gens venant de ce milieu-là ont compris qu'ils ne pouvaient revenir sur leur terre et bâtir un État qu'en rompant avec la tradition juive telle qu'elle était figée, à la forme qu'elle a pris dans le monde ashkénaze, c'est un autre débat. Mais ça n'est qu'une partie du peuple. N'oubliez pas que 50% de la population de l'État d'Israël sont des gens qui viennent du monde séfarade. Or, dans le monde séfarade, les rabbins étaient plus sionistes que leurs fidèles. J'ai entendu directement plusieurs témoignages que lorsque les représentants de l'agence juive sont venus dans les villages du Maroc et on dit aux gens, vous savez, il va falloir partir, mais on prend les voitures, l'autobus, le Shabbat pour rejoindre. Et bien les rabbins, les premiers, se mettaient devant la communauté, sont montés dans les autobus le Shabbat pour revenir en Eretz Israël. Or, ces immenses masses séfarades qui sont venues et qui ont composé pendant très longtemps 50% de la population d'Israël ne rentrent pas dans les catégories d'un judaïsme ou d'une vision strictement laïque, pure, à la manière des gens de la seconde Aliyah. Et la réalité sociale du peuple juif sur sa terre, et comme d'ailleurs en exil finalement, encore maintenant, c'est elle qui va donner la tonalité et qui va être le contenu de cet État qui est encore en plein bouleversement et en ébullition en quelque sorte. Ce qu'on peut dire, c'est ce que j'ai dit au début, c'est que c'est une illusion de croire qu'on peut rayer chaque fois ou supprimer une partie des composantes essentielles de l'identité d'Israël, que ce soit la dimension, ce qu'on appelle dite religieuse, ou bien, disons, spirituelle, religieuse, la dimension universelle, morale, la dimension nationale, etc. Et qu'il y a toujours une tentative et toujours une tentation d'une partie, d'une composante, de se dire c'est moi qui représente l'identité d'Israël. Alors le Montre Haredi dit je suis le judaïsme authentique, tous les autres doivent se plier à leur modèle, alors qu'ils ne font même pas attention à quel point leur modèle qu'ils présentent comme étant authentique est partiel, partial, et quelque chose qui ne reflète pas la totalité de la dimension d'Israël. C'est la même chose dans d'autres dimensions. Il y a ceux qui se disent je représente le courant laïque pur et dur tel qu'il a été conçu au début, les autres doivent se plier, doivent rentrer dans ces catégories. Ce sont des vues de l'esprit. Non seulement elles sont illégitimes dans le fond, mais elles ne se réaliseront pas, parce que ce qui est déterminant, c'est les forces qui sont à jour dans le peuple d'Israël lui-même. Écoutez. Bon, Tzvi, après on va avancer. Allez-y. Micro. Pardon, il faut comprendre quelque chose. Les Juifs qui ont construit Israël, qui ont commencé à construire Israël, ont fait ça, sans aucun doute, sur la base de leur passé religieux, de l'histoire, des persécutions. Donc, à la base, il y avait tout ça. Mais ceux qui sont venus, qui ont construit, et il fallait construire un cadre, il fallait s'enraciner dans la terre, c'était les gens des mouvements sionistes qui étaient
de l'Europe orientale, c'est en fait, il faut le comprendre. Ils ont fait l'Istadrout, ils ont fait le kibbutzim, ils ont fait Nili en 1984. Et puis après, ils ont fait les réseaux de Merigoul, de passionnage, pardon. Mais les gens de Nili n'étaient pas d'obédience socialiste, n'étaient pas des idéologues socialistes du tout. Non, j'ai dit socialistes et autres. Mais les gens de Nili étaient dès la Roumanie. Et en Roumanie, en fait, ça a commencé. Aussi en Pologne, aussi, d'accord. Donc, écoutez, Nili, à Palmach, à Ghana, à Notaire, à Shomer, et à Istadrout, et tout Israël, à Moshavim, tout a été fait. Les gens, il y avait, les juifs religieux étaient là d'ailleurs avant. Il y avait des juifs, qui a dit ça, à Jérusalem, à Safad, à Tibériade, mais ils étaient des gens passifs. Et quand les sionistes sont venus, ils n'ont pas refait les Sanhedrin. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, en 1921, ils ont fait voter un parlement israélien. Le premier parlement israélien a été voté en 1921, alors qu'il y avait 60 000 juifs, pas plus que ça. Et il y avait 14 partis politiques. Croyez-vous 60 000 personnes. Il y avait un parti séfarade de Jérusalem, un parti yéménite, et puis les autres, etc., etc. Donc, écoutez, ces gens-là dont je parle, dans la plupart étaient des socialistes, mais pas tous, il n'y a pas de doute, ont construit cet État à leur façon, et c'est qu'ils voulaient un pays moderne, comme Herzl. Ils voulaient un pays moderne. Les gens des religions ne voulaient pas un pays moderne, comme ils ont parlé à mon grand-père en Pologne, et les pays arabes, il y avait des gens qui étaient venus du Yémen, les autres sont venus après 1948. Mais il y avait aussi des juifs de séfarades, d'une façon ou d'une autre. Non, absolument pas. Mais il faut comprendre que notre État, ce n'est pas un État juif pour appliquer la halakha. Non. Nous sommes là pour avoir un pays juif sur notre histoire, mais vivre libre dans un État moderne. Et nous faisons ça. Alors justement, et nous faisons actuellement. Justement, maintenant, cette définition compliquée du projet sioniste, c'est compréhensible par les juifs de diaspora, Yigal Palmor ? Est-ce que les juifs de diaspora comprennent Israël ? C'est ça votre question. Absolument. Je suis, vous savez, chacun selon son niveau de compréhension. Mais si vous voulez que je généralise, je dirais que si je dois choisir entre oui et non, je dirais que non. Parce que d'abord, pour comprendre, il faut connaître. Pour connaître, il faut être au courant de ce qui se au courant des affaires courantes. Il faut vivre la réalité israélienne à travers les médias, à travers les visites, à travers des informations de tous les jours. Ce n'est pas donné à tout le monde en diaspora. Il y a la réalité quotidienne de la vie réelle qui les occupe, et c'est tout à fait normal. C'est pour ça, entre autres, que je dis que la réalité d'une communauté juive en diaspora est très éloignée de la réalité israélienne, aussi amoureux d'Israël soit-il. Une chose, c'est lire tous les jours l'actualité d'Israël sur le site du Jerusalem Post, par exemple. On va faire un peu de pub pour le Jerusalem Post en langue française, ou sur des autres sites. Et autre chose, c'est de vivre cette réalité au jour le jour, de comprendre ses tenants et ses aboutissants de manière directe. Alors, si évidemment beaucoup de Juifs ont des amis et de la famille en Israël par lesquels ils apprennent ce qui se passe ici, ce n'est toujours pas du vécu, du direct. Et donc, je dirais que beaucoup de Juifs en diaspora se font une idée un peu idyllique de ce qu'est Israël, chacun selon son idée de ce qu'est une idylle, d'accord ? Mais ils ont chacun leur vision de la cité sur la montagne, cité sur la colline, l'Israël idéal, idéalisé, rêvé. Et j'en parle surtout parce que lorsque ces personnes choisissent de faire leur aliyah, parfois le choc des réalités est très éprouvant. La réalité israélienne est ce qu'elle est, elle n'est pas une idylle. Loin de là, il y a des difficultés réelles qu'il faut surmonter, il faut être très réaliste et de bien préparer son aliyah. Ce n'est pas à vous que je dois le dire, n'est-ce pas ?
Et il y a effectivement un écart dans la perception d'Israël en diaspora, en général, et la réalité d'Israël telle que nous le connaissons dans notre vie quotidienne. Qu'est-ce que ça veut dire justement réintégrer cette dimension d'identité nationale pour un juif de diaspora? C'est conflictuel, c'est complémentaire, ça apporte... C'est un peu tout ça. C'est d'abord vouloir assumer deux identités nationales. C'est beaucoup plus facile, c'était plus facile avant la création d'Israël. Pardon ? National de pays hôte. Oui, enfin, du pays, je dirais, de naissance. Nationale ou citoyenne, dirons-nous. Ou du pays d'émigration, bien sûr. Le pays, voilà, le pays natal. Un pays dont on est citoyen. Et une deuxième nationalité qui est celle d'Israël, qui est une nationalité sans passeport. Parce que forcément, tous les juifs de la diaspora n'ont pas de passeport israélien. Et ils ne sont pas des sujets israéliens, ce que nous savons bien, puisque nous avons été, je suppose que nous avons connu les mêmes situations dans des ambassades où beaucoup de gens ont souvent confondu juifs et israéliens. Et il fallait tracer une ligne délicate mais claire entre les deux. Donc être juif et sioniste à l'étranger, c'est assumer deux identités qui doivent être compatibles. Un jour, quand j'étais en Espagne, un jeune médecin de la communauté m'a dit « mais tous mes collègues n'arrêtent pas de m'emmerder en me disant « mais comment tu peux aimer Israël ? Et si un jour l'Espagne et Israël se faisaient la guerre, tu prenais le parti de qui, toi ?» Et je lui ai dit, mais la réponse, elle est toute simple. Il me dit, oui, je sais, j'ai une réponse. Je leur réponds, mais si un jour il y a la guerre entre l'Espagne et Israël, je suis le mieux à même pour faire la paix entre les deux. Ah oui, je n'avais pas pensé à celle-là. Et j'ai trouvé qu'il a bien assumé ces deux identités. Alors, ce qui va nous amener justement maintenant à la troisième et dernière partie de notre discussion avant le débat avec le public, à savoir justement, et vous nous y avez amené par la main égale, la définition ou la vision ou la perception d'Israël par les autres nations, par la scène internationale, la communauté internationale, selon les termes clichés habituels utilisés dans ma corporation. Est-ce que justement, ça c'est encore une définition d'Israël, fantasmée ou non, qui vient s'ajouter aux autres? Alors, on commençait tout à l'heure, Eliezer, quand vous avez démarré votre propos, vous avez justement fait allusion au bouleversement, au cataclysme que représentait la création de l'État d'Israël politique pour les autres religions monothéistes, à commencer par l'islam, par le monde arabo-musulman. Alors justement, quelle est la perception de l'État d'Israël par ce monde arabo-musulman que vous connaissez? Eh bien, elle est en vérité... Non seulement elle est contrastée, disons que l'image qu'on en a, a priori, quand on lit la presse, quand on entend les déclarations, c'est une image au contraire tout à fait uniforme, une espèce d'hostilité radicale, d'illégitimité de l'État d'Israël. Encore récemment, l'Algérie, la Tunisie ont refusé de diffuser le film Wonder Woman parce que c'est l'actrice israélienne, etc. Alors ça, c'est la réalité uniforme telle qu'elle est imposée par l'obligation du tadammun, comme on dit en arabe, la solidarité islamique, solidarité arabe, etc. Mais dans la réalité, dans les profondeurs, c'est un monde qui est absolument, vous l'avez parfaitement dit, secoué par le cataclysme que représente l'État d'Israël. Pourquoi ? Eh bien parce que n'oubliez pas que l'islam naît alors qu'Israël est en exil de sa terre depuis à peu près un demi-millénaire. N'est-ce pas, à peu près 500 ans depuis après la révolte de Bar Korba, mettons, grosso modo. Et donc, l'identité d'Israël telle qu'elle est vécue dans le Coran est une identité double. Il y a d'une part l'identité mythique de l'Israël, le peuple d'Israël, les enfants d'Israël, Banu Israël,
à qui Allah a donné la Torah, que Allah a fait sortir d'Égypte, que Allah a fait rentrer en Eretz Israël, et leur a dit, surtout, je vous ai donné cette terre, ne retournez pas sur vos pas, sinon vous serez perdants. C'est l'histoire des explorateurs telle qu'elle est racontée dans la sourate 5, Al-Maïda, en détail dans le Coran. Et puis, l'islam tel qu'il s'est bâti à son époque, et qui a instauré, en conflit avec les Juifs d'ailleurs, en exil, mais avec les Juifs de Médine et de la Mecque, donc de l'Arabie de l'époque. Et ce conflit s'est traduit et s'est terminé par un statut des Juifs bien connu, qui est celui de la Dhimma. Les Juifs, finalement, qui ont toujours été vécus comme étant les descendants des enfants d'Israël. C'est un point capital. Cette identification entre les Juifs et les enfants d'Israël, elle était constante à travers tous les commentaires du Coran pendant des siècles. Et ces Juifs-là devaient donc être soumis au statut de peuple soumis, humilié, payant la jizya. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Puis voilà que ces Juifs, ces enfants d'Israël, qui étaient les représentants, les descendants d'un Israël mythique, cet Israël mythique refait surface, surgit brutalement sur la scène de l'histoire. C'est quelque chose qui est vécu comme une espèce de fantasme, absolument traumatique. Qu'est-ce que viennent faire les enfants d'Israël aujourd'hui dans le réel? Et ils viennent ici, comme vous l'avez dit, M. Mazel, très justement. Ils achètent des champs, ils construisent, bâtissent l'agriculture, construisent des villages, une armée, des hôpitaux, des écoles. Ils sont dans le réel, alors qu'ils étaient dans l'irréel jusqu'à présent. Et donc, en réaction à ça, il y a eu deux réactions dans l'islam. La première réaction, celle qui apparaît par exemple dans la correspondance entre Chaim Weizmann et Faisal, qui dit « Mais nous ne sommes pas surpris, puisqu'il est dit chez nous, il y a des versets du Coran qui le disent, que les enfants d'Israël vont revenir sur leur terre. Donc, marhaba, halan wa salan, bienvenue sur la terre, etc. » Cette vision a très vite été ébranlée pour des tas de raisons. Il y a une responsabilité énorme des Anglais qui ont divisé pour régner. Il y a le rôle absolument satanique de Hadj Amir al-Husseini, exactement. Et, enfin, il y a eu des tas de dimensions. Il y a aussi l'incompréhension qui a joué vis-à-vis justement des pionniers non religieux. Alors vous venez au nom de la Torah que nous connaissons, puis voilà que vous ne pratiquez pas la Torah. Tout ceci a fait qu'en fait, cette histoire, finalement, s'est retournée. Et à la place de cette vision, en quelque sorte, quasiment messianique, bienvenue, où vous réalisez le rêve dont Allah parle dans le Coran, il y a eu une nouvelle image qui est au contraire l'expression de l'État d'Israël, l'expression du Satan. Et donc, il est devenu, les Juifs sont par leur retour sur l'État d'Israël, sont perçus, dans l'État d'Israël, sont perçus comme ceux qui mettent en cause l'identité de l'islam lui-même. Pourquoi ? Parce que Mahomet, effectivement, a bâti cet islam-là sur le fait qu'Israël avait disparu de la scène de l'histoire. C'est la raison pour laquelle l'islam va s'emparer de la totalité de la dimension politique. Je suis le seul à pouvoir régner. L'idéal, c'est le califat mondial. Il n'y a pas d'Israël, il n'y a pas de royauté d'Israël. Et si cette royauté surgit, c'est ce rêve du califat qui est mis en danger, c'est ce rêve de l'islam qui est perçu d'un seul coup. Peut-être que ce n'était qu'un rêve, peut-être que ce n'était pas une réalité. Et les musulmans sont très profondément travaillés en profondeur par cette dimension-là. Qui sommes-nous ? C'est-à-dire qui sommes les Juifs ? Qui est-ce que l'État d'Israël ? Est-ce que c'est l'objet du Satan ? Ou bien c'est la vision de Dieu qui dirige l'histoire après tout. Il est Sahib el-Mulk, il est le maître du royaume, selon le Coran, et c'est peut-être lui qui décide de ce qui se passe, et peut-être que c'est la main de Dieu qui est ici présente. Certains musulmans, c'est bien connu, très minoritaires, aujourd'hui, affirment cette dimension-là. En tant que musulmans, nous devons reconnaître le fait que l'État d'Israël est la réalisation des versets du Coran qui parlent du retour des Juifs sur cette terre. Certains l'ont écrit, je l'ai même vu dans un commentaire du Coran imprimé au Liban, dans lequel ils disent les versets qui parlent du retour sur la terre, c'est l'État d'Israël aujourd'hui, etc. Donc, cette dimension-là existe, et je pense qu'ici, il est capital
d'avoir un discours clair vis-à-vis d'eux. Ici, là, on est dans un très, très, très grand problème, M. Mazel. Parce que le discours, l'islam, une fois qu'on a balayé le discours médiatique, idéologique, etc., reste une civilisation profondément, radicalement religieuse. Et si on n'est pas capable d'avoir un discours qui est entendu par eux, on sera toujours à côté et on sera incapable d'établir un dialogue. Je me souviens de l'immense déception que j'ai eue il y a des années lorsque Ariel Sharon, à l'époque, avant encore l'histoire de Gush Katif, etc., a été interviewé par Al Jazeera, dont on parle à nouveau maintenant, etc. J'ai dit, mais c'est une occasion extraordinaire. Vous vous rendez compte, le premier ministre d'Israël va parler dans le salon de pratiquement tous les musulmans du monde entier. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Alors, au lieu de leur dire, vous savez, nous sommes ce peuple dont parle le Coran, nous sommes cet État dont parle le Coran en ce qui parle du retour de Dieu sur leur terre, qui est le seul discours audible par les musulmans. Dans le monde de l'islam, il n'y a qu'une seule légitimité, ni laïque, ni marxiste, ni occidentale, ni rien du tout, c'est la légitimité divine. Qu'est-ce que dit Allah dans le Coran? C'est ça la seule légitimité dans le monde musulman. Et au lieu de leur dire, vous savez, nous sommes ce peuple dont parle votre Coran, il leur dit, nous allons vous apporter l'expansion économique, la paix, etc. C'est-à-dire, ce sont des mots qui n'ont aucune réalité, qui ne sont pas audibles dans le monde musulman. Et encore maintenant, il est très important que nous surmontions les discussions que nous pouvons avoir entre nous. C'est bien évident que chacun a sa vision, et toujours chacune partielle d'ailleurs. Comme je disais tout à l'heure, chacun n'a qu'une vision partielle. Il n'y a que l'ensemble des visions qui est une vision réelle et totale. Mais il faut surmonter les débats internes que nous avons en Israël pour avoir un discours audible dans le monde de l'islam. Je me souviens par exemple, lorsque Shulamit Aloni, à Shalom, avait dit à Hebron, mais vous savez, la Marat Marpella, mais c'est un tombeau d'un chef musulman, etc. Eh bien, un cher, justement, m'avait dit, je l'avais rencontré, il m'avait dit, qu'est-ce que quelqu'un qui parle comme ça du tombeau de son grand-père, c'est bien la preuve que ce n'est pas vous, les enfants d'Israël. Parce que finalement, quelle est la réponse que l'islam officiel a donné aux questions que leur pose leur propre verset du Coran, n'est-ce pas, à propos du retour des enfants d'Israël sur leur terre? Ils disent, mais oui, c'est vrai, c'est marqué dans le Coran, on ne peut pas nier ça. Mais vous n'êtes pas les enfants d'Israël. Vous êtes un peuple qui a surgi, qui a été inventé en exil, sur le mode biblique, mais vous n'êtes pas les descendants ethniques des enfants d'Israël. C'est la profondeur du refus, d'ailleurs, profond, radical, de la proposition ou l'exigence de Benjamin Netanyahu quand il dit « Vous voulez faire la paix, reconnaissez que nous sommes l'État du peuple juif. » Ah, ça, jamais. Il n'en est pas question. Alors, il donne des arguments du genre « Mais il y a aussi des Arabes israéliens en Galilée, on ne veut pas les trahir. » Mais tout ça, c'est du vent. La vraie raison, c'est que s'ils reconnaissent que c'est l'État du peuple juif, c'est quoi ce peuple juif? C'est quoi? C'est un État, c'est un peuple. Ce peuple, c'est lequel? C'est les enfants d'Israël. Si c'est les enfants d'Israël, le Coran est très clair. Cette terre a été donnée en promesse absolue, katab, a été écrite pour les enfants d'Israël. Donc ici, vous voyez bien que les motivations sont très profondes. Dès 1964, lors de la charte de l'OLP, avant la guerre des 6 jours, n'est-ce pas, il existe un paragraphe spécifique qui dit « Le judaïsme est une religion et pas un peuple ». Ce n'est pas un peuple. Pourquoi ils insistent là-dessus? Parce qu'ils savent très bien que vis-à-vis d'un peuple, ils sont en difficulté par rapport à leur propre existence. Donc ici, vous voyez bien que par rapport au tremblement de terre, il est capital d'avoir un discours audible par les musulmans en leur disant que nous sommes effectivement ce peuple dont parle le Coran. Nous sommes revenus sur cette terre selon la volonté de Allah. Ceci dit, nous sommes un peuple qui a aussi des valeurs morales. Il ne s'agit pas de vous opprimer, il ne s'agit pas de vous spolier, etc. Il y a tous les arrangements, il y a des différents arrangements possibles, mais à condition que vous reconnaissiez vous-même la légitimité, votre propre regard sur notre légitimité à nous, c'est-à-dire la légitimité par rapport aux valeurs absolues telles que le Coran le formule. C'est la seule chance de paix vis-à-vis des Arabes, en vérité. Tant que cette chose-là ne sera pas éclaircie de leur part et de notre part, parce qu'il y a un blocage de notre côté à nous, eh bien on continuera à tourner en rond avec des accords et même le président Trump finira par dire oh, je lève les bras parce qu'il n'y a aucune solution. Il n'y a pas de solution parce que la solution ne peut passer que par une complaisance de la légitimité absolue vis-à-vis du monde de l'islam. Ça, c'est un premier point. Écoutez.
Et je suis absolument d'accord avec vous. Pas de problème. Mais écoutez, après, vous avez étudié le Coran, d'après ce que j'ai bien compris. Et quand on lit le Coran, on s'est dit, et quand on entend les gens parler sur la base du Coran, on dit, est-ce qu'un dialogue est possible? Et vous venez de proposer un discours apaisant. Aller dans le sens d'une certaine pensée, parce que dans le Coran, il y a tout, n'est-ce pas? Il y a aussi les soura, 9e soura 29, vous connaissez. Lutter jusqu'à la fin des âges contre les chrétiens et les juifs, jusqu'à ce qu'ils se mettent à vous, ils acceptent, ou bien ils deviennent musulmans, ou bien ils paient les jizya. Alors, écoutez, les problèmes, je suis d'accord, si on peut trouver une formule pour arriver à parler avec l'islam, je suis absolument d'accord, il n'y a pas de problème, je voudrais le faire et je suis prêt à accepter n'importe quel discours. Mais puisque je suis aussi en même temps réaliste, vous venez de comprendre ça, n'est-ce pas? Alors je me dis, l'islam ne peut pas accepter ça. L'islam aujourd'hui, non. Parce que nous savons ce qui se passe. Nous savons comment l'islam est enseigné aux enfants. C'est ça le problème. À partir de l'âge de kindergarten, des jardins d'enfants. Je l'ai vu, moi j'étais 8 ans en Égypte. À partir de 8 ans, on les inculque les Corans avec les messages les plus terribles et désagréables envers les Juifs et envers les chrétiens. Même dans un pays comme l'Égypte où il y a des Coptes chrétiens, n'est-ce pas? Dans les bouquins, parce que nous sommes de la même école de Manor, responsable de faire la critique des bouquins des pays arabes. Alors, dans les bouquins égyptiens, il y a un chapitre sur le Copte, sont nos frères, il faut se conduire très très bien, mais de l'autre côté, un autre chapitre, les chrétiens, il faut le détruire ici, il ne faut pas se mettre en amitié avec eux, etc. Donc il y a un problème. L'éducation est comme ça, n'est-ce pas, pour les enfants à partir du bas âge, d'haïr les autres, et puis après, on grandit, on va à l'école supérieure, à l'université, on attend ce qui s'est dit dans les mosquées. Actuellement, dans les réseaux sociaux, c'est une catastrophe totale. C'est-à-dire, un être humain né musulman et qui attend tout ça, éduqué comme ça, ne peut pas avoir la paix avec Israël, sauf une petite minorité que vous connaissez peut-être en France, il y a comme Sifaoui et les autres, n'est-ce pas? Il y a des gens bien, absolument, c'est pas tout le monde comme ça. Mais la base du musulman en général, c'est grave. Moi, je dis, vous direz c'est exagéré, chaque musulman qui est éduqué comme ça, n'est-ce pas, à l'école par ses parents, etc., a un potentiel de devenir un terroriste. C'est ça le problème. Bien sûr, 80, 85, 90% ne deviennent pas. Mais il y a ici quelque chose d'extrêmement grave et ça ne va pas changer. Écoutez, le président Sisi, Abdel Fattah el-Sisi, l'Égyptien, quelques mois après être élu président, il est allé à Al-Azhar. Al-Azhar, c'est l'institution sunnite la plus importante, n'est-ce pas, dans le monde arabe. Il leur a dit, écoutez, monsieur, l'islam a un narratif extrémiste qui ne peut pas être accepté dans le 21e siècle. Le monde ne l'acceptera pas, parce que le monde ne deviendra musulman. C'est lui qui a dit. Vous devez, les sunnites, vous êtes les grands clergés de l'islam, il n'y a pas de clergé, mais enfin peu importe. Vous devez le changer, c'est votre affaire. Moi, je l'ai vu à la télévision. Alors, tous ces gars-là, avec le truc rouge là, ils étaient comme ça tout le temps. Et puis après, ils ont dit merde, ils n'ont rien fait jusqu'à présent. Donc, il a dit en 2014 ou 2015, non, janvier 2015, nous sommes 2017, ils ont dit non, on ne peut pas changer l'islam, on ne peut pas, parce que les portes de l'ijtihad, de l'interprétation a été fermé à peu près dans le XIe siècle, les personnes ne savent pas pourquoi, peu importe. Donc il y a un problème profond en islam que M. Cherki a bien présenté, mais comment changer tout ça? Et nous sommes la première victime. Là-dessus, sur l'islam, qui est tellement terrible au point de vue religieux et culturel contre nous,
il y a les féodalismes arabes. Les féodalismes arabes ne veulent pas voir ici des juifs, ils veulent voir uniquement des pays arabes, un espace arabe. Donc, et puis après, ce nationalisme arabe a été défait par les armées juives. Quelle catastrophe! Ils ne peuvent pas accepter. 48, 67, les deux d'ailleurs, sont restés comme un choc terrible. Comment changer Alors, tout ça va nous amener justement, Alors, voilà. Tzvi. Si votre discours est bon, j'y vais. Alors,